Bonjour, aujourd'hui chapitre 15, Initiation à la théorie de la relativité restreinte. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la relativité restreinte et qu'est-ce qui a amené Einstein à établir cette théorie de la relativité restreinte. Il faut bien comprendre que dans cette théorie de la relativité restreinte, pour la première fois, on arrive à des notions de physique pour lesquelles on n'a pas tout de suite fait des expériences qui ont pu confirmer cette théorie. En premier, et c'est en direct lien avec ce que vous voyez en philosophie, en premier, tout part d'une expérience de pensée. Réfléchissons. Si un passager marche dans un train qui roule, on peut penser que la vitesse du passager par rapport au référentiel terrestre va être égale à sa vitesse à lui, plus la vitesse du train qui roule. On parle alors de la loi de composition des vitesses. Par contre, imaginons la même chose maintenant. Un passager qui court, toujours dans un train, mais à la vitesse de 200 000 km par seconde. Alors que le train, lui, roule à la vitesse de 200 000 km par seconde. Bien évidemment, le passager et le train vont dans le même sens par rapport au sol. On peut se poser la question alors, quelle est la vitesse du passager par rapport au sol? Si on raisonne comme précédemment, eh bien on va dire la vitesse du passager par rapport au sol, c'est sa vitesse à lui plus la vitesse du son, ce qui correspond à 400 000 km par seconde. Et là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Car à ce moment-là, ça voudrait dire que le passager va plus vite que la lumière, ce qui n'est pas possible. On ne suit plus les lois de la mécanique classique. Reprenons cet exemple à l'écrit en complétant notre leçon. Nous disions donc, en physique classique, un passager marche à 2 mètres par seconde dans un train. Ce 2 mètres par seconde représente donc la vitesse du passager par rapport au train. Le train qui roule lui-même à 42 mètres par seconde. Cela représente la vitesse du train par rapport au sol. Dans le même sens par rapport au sol. Quelle est la vitesse du passager par rapport au sol? On utilise pour répondre, même si on l'a fait assez instinctivement tout à l'heure, la loi de composition des vitesses. Cette loi de composition des vitesses nous dit que la vitesse du passager par rapport au sol peut se décomposer comme étant la vitesse du passager par rapport au train plus la vitesse du train par rapport au sol. Ce qui fait, quand on effectue le calcul, 2 plus 42, ce qui fait 44 mètres par seconde. Bien évidemment, nous voyons que la vitesse du passager dépend du référentiel choisi. Dans le référentiel du train, elle va être de 2 mètres par seconde. Par contre, dans le référentiel terrestre, elle est de 44 mètres par seconde. Reprenons maintenant le deuxième exemple, où on a un passager qui court à la vitesse de 200 000 km par seconde dans un train roulant lui-même à 200 000 km par seconde, et ce, toujours dans le même sens par rapport au sol. Quelle est la vitesse du passager par rapport au sol? Si on raisonne exactement de la même manière, on trouve que la vitesse du passager par rapport au sol, ça va être donc de 200 000 plus 200 000, ce qui fait 400 000 km par seconde. Et ça, c'est impossible. Impossible, car il ne peut pas aller plus vite
que la vitesse de la lumière. Ce qui signifie quoi? Tout simplement, eh bien que dans ce cas-là, on ne peut plus suivre les lois de la mécanique classique. Ce que nous venons de faire, c'est une expérience de pensée, parce que bien évidemment, on n'a pas fait courir un passager à 200 000 km par seconde. On n'a pas fait non plus rouler un train à 200 000 km par seconde. Mais on a imaginé cette expérience. Ce sont des expériences de ce genre qui ont permis à Einstein d'émettre certains postulats qui n'ont pas été vérifiés expérimentalement au départ. Prenons maintenant l'exemple d'une personne fixe, assise dans le train, qui envoie un éclair lumineux, par exemple elle a une lampe électrique qu'elle va allumer précisément à l'instant T1 du point A1 qui se trouve là. Le train, lui, se déplace à la vitesse V1. Au même instant, c'est-à-dire au moment où la personne dans le train allume sa lampe électrique, il y a une autre personne, ici, au point A', qui va également allumer sa lampe électrique. Le point A1 et le point A' sont exactement à la même distance du point B. À ce moment-là, on a un observateur au point B. Et on peut se poser la question, est-ce que l'observateur, il reçoit les éclairs en même temps? C'est-à-dire que, est-ce que la lumière qui provient du quai va à la même vitesse que la lumière qui provient du train, sachant que le train avance? Eh bien, la réponse à la question est oui. Oui, l'observateur va recevoir les éclairs en même temps. Que le train soit immobile, que le train avance ou même que le train recule, du moment que la distance entre A1 et B est la même que la distance entre A' et B, la lumière va toujours mettre le même temps pour arriver à B. Et pourquoi? Eh bien tout simplement, et c'est l'un des postulats d'Einstein, parce que la vitesse de la lumière va être la même dans tous les référentiels galiléens. C'est-à-dire que la lumière ne peut pas aller plus vite, même si elle est dans un train qui est en marche, elle ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière qui est émise par l'observateur sur le quai. On peut donc noter, l'observateur reçoit-il les éclairs en même temps? Oui. À un instant T2. Cette constatation est-elle en accord avec la loi de composition des vitesses? Non. Ce qui nous amène à écrire les deux postulats d'Einstein ainsi que la théorie de la relativité restreinte qu'il a émise. Les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens. La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels et donc en relativité restreinte, on retiendra que la vitesse de la lumière est considérée comme une constante absolue. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du référentiel. Plusieurs expériences ont ensuite permis de montrer cette invariance,
Mais ces expériences sont arrivées bien plus tard, puisque Einstein a présenté cette nouvelle théorie en 1905 et que c'est l'expérience d'Avalger qui a eu lieu en 1964 qui a permis de la valider. Maintenant que nous avons compris qu'il y avait un problème avec les lois de la mécanique classique, nous allons essayer de comprendre comment on peut faire des calculs, parce qu'on peut faire des calculs en utilisant donc la théorie de la relativité restreinte pour calculer des durées, pour calculer des distances. Donc en premier, on va définir du vocabulaire qui doit être bien précis. Donc en premier, le premier mot de vocabulaire qu'on va utiliser, c'est la notion d'événement. Donc la notion d'événement. Un événement, c'est un phénomène qui se produit à un point de l'espace, à un instant unique dans le temps. On va parler également de référentiel. C'est la même définition que nous avons déjà rencontrée, c'est-à-dire un solide de référence par rapport auquel on décrit le mouvement d'un corps. On se rappelle la notion de référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel on peut appliquer la première loi de Newton. On va garder cette même définition et en fait on va même l'élargir en disant que du moment que j'ai un référentiel qui est en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, eh bien il sera également galiléen. Donc on complète la remarque, un référentiel en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui aussi galiléen. Et là, attention, on va définir deux types de référentiels. On va définir le référentiel propre et le référentiel impropre. Donc le référentiel propre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un référentiel propre, c'est un référentiel dans lequel les deux événements ont lieu au même endroit. Alors qu'un référentiel impropre, c'est un référentiel dans lequel les deux événements ont lieu à deux endroits différents. Alors, pour bien comprendre cette notion de référentiel propre et impropre, imaginons une soucoupe volante avec un extraterrestre à l'intérieur. Donc, cette soucoupe volante survole Paris et survole ensuite Bordeaux. Quand il survole Paris, à un moment, la tour Eiffel se trouve au niveau des pieds de l'extraterrestre. Quand il survole Bordeaux, l'église de Bordeaux se trouve au niveau des pieds de l'extraterrestre. Donc ça veut dire que ce passage va avoir lieu au même endroit. Ces deux événements, le passage au-dessus de la tour Eiffel, le passage au-dessus de l'église de Bordeaux, vont avoir lieu au même endroit pour l'extraterrestre, c'est-à-dire au niveau de ses pieds. Le référentiel lié à l'extraterrestre sera donc le référentiel propre. Alors que le référentiel impropre sera le référentiel terrestre, puisque Paris, la tour Eiffel, n'est pas au même endroit que Bordeaux. Donc, on va avoir un référentiel impropre. On va employer également le mot d'horloge. Une horloge, ça permet de mesurer la durée entre deux événements. L'horloge sera toujours immobile dans son référentiel. Du coup, s'il y a deux référentiels, eh bien on va mesurer deux types de durée. La durée propre, c'est-à-dire la durée entre deux événements mesurés dans le référentiel propre. Cela nécessite une seule horloge. Par exemple, pour l'exemple précédent de l'extraterrestre, la durée va être mesurée avec l'horloge qui est dans la soucoupe de l'extraterrestre. Et donc, il va, comme par exemple, déclencher le chronomètre au moment où il passe au-dessus de la tour Eiffel et l'arrêter au moment où il passe au-dessus de Bordeaux. Par contre,
on va également pouvoir mesurer une durée impropre. Cette durée impropre, c'est la durée entre deux événements mesurés dans le référentiel impropre. À ce moment-là, il va falloir avoir deux horloges immobiles dans deux lieux différents. Dans le référentiel terrestre, on va avoir une horloge qui va être au niveau de la Tour Eiffel et une horloge qui va être au niveau de Bordeaux. Quand l'extraterrestre passe au niveau de la Tour Eiffel, on appuie sur l'horloge au niveau de la Tour Eiffel. Quand il arrive au niveau de Bordeaux, on repère le temps qui s'est écoulé. On va mesurer une durée impropre puisqu'on est dans le référentiel impropre. On va noter souvent delta Tm, la durée mesurée. Regardons l'exemple suivant. Un enfant dans une voiture qui roule en ligne droite à vitesse constante entre Agen et Bordeaux regarde un film qui dure 1 heure. Donc on vous demande en premier de trouver les deux événements. Les deux événements qui vont marquer le trajet va être le départ qui s'effectue à Agen et l'arrivée qui s'effectue à Bordeaux. Le référentiel propre va être le référentiel où ces deux événements ont lieu au même endroit, c'est-à-dire le référentiel de la voiture. C'est la voiture qui va passer à Agen, la voiture qui va passer à Bordeaux. La voiture va être donc notre référentiel propre. Le référentiel impropre, c'est le référentiel terrestre. La durée propre est donc la durée que l'on mesure dans le référentiel propre, c'est-à-dire à l'intérieur de la voiture. Puisque l'enfant regarde le film à l'intérieur de la voiture, la durée propre va correspondre à la durée du film à l'intérieur de la voiture, c'est-à-dire 1 heure. L'horloge qui permet de mesurer la durée propre se trouve dans la voiture. Alors que les deux horloges qui vont mesurer la durée impropre, il y en a une qui va se trouver à Agen et l'autre qui va se trouver à Bordeaux. Maintenant que nous avons défini ce vocabulaire-là, revenons exactement à notre notion de relativité. Donc, en relativité restreinte, le temps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une durée mesurée par une horloge. Et c'est là qu'on va voir arriver une différence fondamentale. C'est-à-dire qu'en physique classique, celle de Newton, de Galilée, celle qu'on utilise tout le temps parce qu'elle marche, parce qu'elle fonctionne, on considère le temps comme absolu. C'est-à-dire qu'on pense qu'une seconde, c'est toujours une seconde. Quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la manière dont on se déplace, quelles que soient les conditions, pour tous les observateurs, on considère que le temps est absolu. Alors que dans la théorie de la relativité restreinte, eh bien, le temps n'est pas absolu. C'est la vitesse de la lumière qui va être absolue. Ce qui va impliquer que l'écoulement du temps va pouvoir être modifié. Une seconde ne sera pas toujours une seconde pour tout le monde. L'écoulement du temps va dépendre du référentiel. Et donc la durée, forcément, qui sépare deux événements, va dépendre également du référentiel. C'est ce que l'on note. Nous allons maintenant parler de relativité du temps, c'est-à-dire essayer de trouver la relation entre la durée propre et la durée impropre. Étudions maintenant une horloge de lumière. L'horloge de lumière est basée sur le principe de réflexion d'une impulsion lumineuse dans un miroir. On va avoir un ensemble miroir-source-récepteur qui est mobile à vitesse constante par rapport à un référentiel galiléen. Et on va regarder l'expérience soit du point de vue d'un observateur lié à l'ensemble, soit du point de vue d'un observateur lié au laboratoire. Mais regardons ça pour plus de clarté. Sur cette vidéo, deux personnages. Le personnage B qui est immobile, qui se trouve dans le référentiel terrestre, qu'on peut assimiler au référentiel terrestre.
et le personnage A qui se trouve à côté d'une source lumineuse ici. Cette source lumineuse va émettre un rayon lumineux vers le haut et en haut de la cabine ici se trouve un miroir qui va réfléchir le rayon lumineux. Regardons ce qui se passe. La lumière est émise par la source, elle se propage en ligne droite et se réfléchit sur la paroi de la cabine. Maintenant, même animation, mais cette fois-ci, la cabine dans laquelle se trouve le personnage grand A va se déplacer à une vitesse constante par rapport au référentiel galiléen. Regardons ce qui se passe. Le signal lumineux est émis pendant ce déplacement, il se déplace en ligne droite et il revient à sa source. L'observateur grand A va donc voir ce qui se passe dans la cabine. Pour lui, il n'y a pas de différence entre la première vidéo et la deuxième vidéo. La cabine étant complètement fermée, il ne sait pas s'il avance ou s'il est immobile. Tout ce qu'il voit, c'est le rayon lumineux qui part de la source, se propage vers le haut, se réfléchit et redescend vers la source. Par contre, l'observateur B, lui, voit des choses différentes. C'est-à-dire que quand A se déplace, il va voir le déplacement de A. Il va également voir le déplacement de la lumière. Alors, regardons une troisième vidéo où on va détailler un peu plus ce qui se passe par rapport à B. Donc, dans cette troisième vidéo, regardons ce qui se passe par rapport à l'observateur B. Et suivons la trace du trajet de la lumière pendant le déplacement de A. La trace de la lumière dans la vidéo numéro 2, c'est-à-dire ici, représente ce que l'on voit quand on se trouve dans la cabine, c'est-à-dire le référentiel lié à l'ensemble. À ce moment-là, les deux événements, le départ de la lumière et la réception de la lumière, ces deux événements s'effectuent au même endroit, s'effectuent au niveau de la source. Le référentiel de la cabine va donc constituer le référentiel propre. Par contre, dans la troisième vidéo, on se place par rapport à B, c'est-à-dire au référentiel terrestre. À ce moment-là, le départ de la lumière s'effectue ici. L'arrivée de la lumière s'effectue ici. Les deux événements n'ont pas lieu au même endroit dans le référentiel de B. Le référentiel de B est donc un référentiel impropre. Nous allons maintenant essayer de trouver la relation entre la durée propre, c'est-à-dire delta T0, la durée de l'aller-retour dans le référentiel propre, et la durée de l'aller-retour dans le référentiel impropre. Pour cela, reprenons les schémas des deux situations. Dans le référentiel lié à l'ensemble, miroir, source, récepteur, c'est-à-dire le référentiel lié à grand A, la durée mise par l'impulsion pour revenir sur le récepteur est notée delta T0. Delta T0 est mesuré dans le référentiel propre. Il s'agit donc d'un temps propre. Car référentiel propre. Exprimer la distance parcourue par la lumière, sa distance s'appelle grand D, en fonction de C et de T0. Là, pas de difficulté, la distance grand D, c'est une distance, c'est donc une vitesse multipliée par un temps, c'est-à-dire C multiplié par delta T0. Quelle relation y a-t-il entre la distance petit d, qui se trouve ici, c'est-à-dire la distance entre la source et le miroir, et la distance parcourue par la lumière, c'est-à-dire grand D qu'on vient de trouver précédemment? Eh bien, on voit bien que grand D correspond à un aller-retour, c'est-à-dire correspond à 2 fois petit d. On peut donc écrire que grand D est égal à 2 petit d, c'est-à-dire que petit d est égal à grand D divisé par 2.
Dernière question, en déduire l'expression de petit d en fonction de c et de delta t0, on remplace grand D par son expression précédente, ce qui donne petit d égale c fois delta t0 divisé par 2. Plaçons-nous maintenant dans le référentiel du laboratoire. Dans le référentiel du laboratoire, on regarde la durée mise par l'impulsion pour revenir sur le récepteur, et cette durée se note delta t. On a vu précédemment que les deux événements n'ont pas lieu au même endroit, delta t est donc un temps impropre. On vous demande d'exprimer la distance d' parcourue par la lumière en fonction de delta t. Cette distance d' représente toute la distance en rouge, c'est-à-dire ce qui se passe ici et ensuite ici. Pour trouver cette distance, on va utiliser la même relation que précédemment, à savoir que la distance d', c'est toujours la vitesse de parcours, c'est-à-dire c, multipliée par la durée du parcours. On a donc d' est égal à c multiplié par delta t. La distance petit d', c'est-à-dire cette distance-là, on la rajoute. Cette distance-là, par rapport à la distance grand d', ça va être égal à petit d' qui va être égal à grand d' divisé par 2. Comme tout à l'heure, puisqu'on effectue 2 petits d' pendant la distance grand d'. En déduire l'expression de petit d' en fonction de c et delta t, même travail que tout à l'heure, on va avoir d' qui va être égal à c multiplié par delta t divisé par 2. Maintenant, on nous demande d'exprimer d' qui se trouve ici en fonction de petit d qui se trouve là et en fonction de v. V, nous le voyons apparaître ici. C'est-à-dire qu'ici, on voit, il y a écrit v fois delta t. C'est-à-dire que la distance parcourue par la cabine, une distance, c'est une vitesse multipliée par un temps. Donc la distance ici correspond au produit de la vitesse de la cabine multipliée par le temps. On voit donc apparaître à ce niveau-là un triangle rectangle. On peut donc établir une relation entre les côtés de ce triangle rectangle, ici, en utilisant le théorème de Pythagore. Ce théorème de Pythagore nous permet d'écrire que petit d' au carré, c'est l'hypoténuse, va être égal à petit d au carré plus v fois delta t sur 2 au carré. Sur 2, parce que en fait, dans le triangle, ici, on n'a que la moitié de v fois delta t. Reprenons maintenant nos différentes expressions pour en déduire l'expression de delta t en fonction de delta t0, de c et de v. Donc reprenons l'expression de Pythagore et on remplace d' par son expression, petit d par son expression. Ce qui donne c fois delta t sur 2, le tout au carré, c'est notre d', qui va être égal à c fois delta t0 sur 2, c'est notre petit d, plus v fois delta t sur 2, le tout au carré. Simplifions ce qui peut être simplifié. Donc, on voit qu'on peut simplifier les deux, puisqu'ils vont être présents partout. Le but est de donner l'expression de delta t, donc nous allons isoler le delta t. On commence donc par développer les différents facteurs, ce qui donne c fois delta t, le tout au carré, est égal à c delta t0, le tout au carré, plus v
delta t au carré. On regroupe tous les delta t, ce qui va nous donner delta t carré facteur de c carré moins v carré, qui va être égal à c carré fois delta t0 au carré. On en déduit l'expression de delta t. Delta t carré va être égal à delta t0 au carré fois c carré divisé par c carré moins v carré. Ce que l'on peut écrire sous la forme delta t qui va être égal à delta t0 multiplié par racine carrée de c carré sur c carré moins v carré, ce que l'on peut également écrire sous la forme delta t est égal à delta t0 multiplié par 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré. Et là, on voit apparaître la relation entre le temps impropre ici et le temps propre ici, qui sont reliés ensemble par un coefficient qui se trouve là. Ce coefficient, on le notera gamma, et c'est ce qu'on va appeler juste après le coefficient de Lorentz. On peut donc dire que le temps est bien une grandeur relative au référentiel considéré. On ne trouve pas la même chose si on est dans le référentiel propre ou dans le référentiel impropre. On note donc que le temps est donc une grandeur relative au référentiel considéré. Le coefficient qu'on vient donc de voir, gamma qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins v carré sur c carré, porte le nom de facteur de Lorentz. C'est une grandeur qui est toujours positive et il est même toujours supérieur à 1. Il est supérieur à 1 tout simplement parce qu'au dénominateur, ici, on a 1 moins v carré sur c carré. Donc on va toujours avoir ici un dénominateur qui va être plus petit que 1, puisque v carré est toujours plus petit que c carré. C'est ce qu'on note, car v ne peut pas être supérieur à petit c. Ainsi, delta t va toujours être supérieur à delta t0. On parle de la dilatation des durées. Puisque le temps, en fait, semble s'être dilaté dans le référentiel propre. Il y a moins de secondes qui vont s'écouler entre deux événements identiques. Donc c'est comme si en fait les secondes, elles passaient beaucoup plus lentement. C'est pour ça qu'on parle de dilatation des durées. Remarque, lorsque v tend vers c, ça veut dire que la vitesse s'approche de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que v sur c va tendre vers 1. Donc ça veut dire que gamma va tendre vers l'infini. Donc la durée mesurée tend à être infiniment plus grande que la durée propre. On va revenir sur cette notion d'événement et surtout de principe de causalité. Donc on définit un événement par le lieu et l'instant auquel il se produit dans un référentiel donné. En relativité restreinte, on peut donc avoir deux événements, E1 et E2, qui se produisent simultanément dans un référentiel, mais qui ne sont pas nécessairement simultanés dans l'autre. Il se peut même que dans un référentiel, l'événement 1 se produise avant l'événement 2.
et que dans un autre référentiel, ce soit l'événement 2 qui ait lieu en premier. Cela ne marche que si E1 et E2 sont complètement indépendants. Parce que si les événements sont liés par un lien qu'on appelle causal, c'est-à-dire un lien de cause à effet, par exemple, quand on a une étoile qui explose, alors la bulle de gaz est éjectée. Quand je me mets au soleil, alors je bronze ou j'ai un coup de soleil. Dans ce cas-là, j'ai des événements qui vont toujours se produire dans le même ordre, quel que soit le référentiel. On va donc noter que seuls les événements liés par un lien causal se produisent toujours dans le même ordre, quel que soit le référentiel. Passons donc maintenant à deux petites applications. La première concerne une vitesse relativiste. C'est une expérience très célèbre, l'expérience de Rossi et de Hall. Donc ce sont deux physiciens qui ont étudié la désintégration des muons. Les muons, ce sont des particules créées dans la haute atmosphère terrestre à 20 km de hauteur, lors de la collision des protons qui proviennent des rayonnements cosmiques et des atomes de l'atmosphère. Le problème, c'est que ces muons sont des particules qui sont très instables. La durée de vie, dans le référentiel du muon, n'est que de 2,2 microsecondes. Ce qui veut dire qu'ils vont se déplacer également à une vitesse très rapide. Leur vitesse est de 0,9997 c, donc très proche de la vitesse de la lumière. Rossi et son assistant Hall ont étudié ces particules, ces muons, puisqu'ils se sont placés au niveau d'une montagne et ils ont placé deux détecteurs. Un détecteur en haut de la montagne, un détecteur en bas de la montagne qui était capable de capter les muons pour se poser la question, est-ce que les muons atteignent le sol? Donc nous allons faire le calcul et essayer de voir est-ce que les muons sont capables d'atteindre le sol, sachant qu'ils sont fabriqués à 20 km de hauteur, c'est-à-dire au-dessus de la surface de la Terre, et connaissant leur vitesse et leur durée de vie. Dans la première question, on vous demande de raisonner en physique classique, c'est-à-dire sans tenir compte de la relativité, et de montrer que la distance parcourue par les muons ne doit être que de quelques centaines de mètres. Donc, question numéro 1, pour calculer une distance, on utilise la formule classique, c'est-à-dire d est égal à la vitesse multipliée par la durée delta t0. Ici, la durée va être la durée de vie des muons, puisque ça va nous donner quelle distance ils sont capables de parcourir pendant leur durée de vie. Calculons donc cette distance petit d. La vitesse, c'est 0,9997 multiplié par la célérité de la lumière, 3,00 fois 10 puissance 8, multiplié par la durée de vie des muons, c'est-à-dire 2,2 fois 10 puissance moins 6 pour convertir les microsecondes en secondes, ce qui nous donne 6,6 fois 10 puissance 2 mètres, c'est-à-dire quelques centaines de mètres, c'est-à-dire 660 mètres. On peut donc penser qu'il n'y a aucun muon qui va arriver au niveau du sol. Et pourtant, ces muons sont détectés au niveau du sol. Ce qui signifie que ce qu'on vient de faire en physique classique n'est plus valable. Ce n'est plus valable tout simplement parce que les muons ont une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas négliger le phénomène de relativité. Nous allons donc maintenant raisonner en utilisant la physique relativiste. Il faut commencer par définir la notion donc de référentiel. Donc ici, première question, quel est le référentiel propre? Le référentiel propre, ça va être le référentiel du muon, puisque c'est par rapport au muon que les deux événements, la création et le passage du sol, se situent au même endroit. Donc référentiel propre, c'est-à-dire référentiel du muon. Ensuite, dans la question petit b,
on vous demande de déterminer la valeur du coefficient de Lorentz. Donc gamma, le coefficient ou facteur de Lorentz, c'est la même chose, va être égal à 1 moins v carré sur c carré, le tout sous la racine. On remplace, ça va donner 1 sur 1 moins 0,9997c divisé par c au carré. On voit que les c vont se simplifier. On n'oublie pas de mettre la racine et on trouve 40,8. Question petit c. On nous demande ensuite d'en déduire la durée de vie d'un muon mesuré par un observateur terrestre. L'observateur terrestre, ça va être un temps qui est mesuré dans le référentiel impropre. Donc on va avoir delta t, le delta t mesuré dans le référentiel impropre, qui va être égal à gamma multiplié par delta t0, où delta t0, c'est la durée dans le référentiel du muon. C'est-à-dire qu'on va avoir delta t0 qui va être égal à 2,2 fois 10 puissance moins 6 secondes. On en déduit delta t, 40,8 multiplié par 2,2 fois 10 puissance moins 6, ce qui nous fait 90 fois 10 puissance moins 6 secondes, c'est-à-dire 90 microsecondes. On voit bien que la durée mesurée par l'observateur terrestre est beaucoup plus grande que celle dans le référentiel du muon. La distance des primes mesurée donc par l'observateur terrestre va donc être égale à V multiplié par delta t, ce qui va nous donner 2,7 fois 10 puissance 4 mètres, ce qui fait 27 km. On voit bien qu'il y a donc une relation entre la durée qui est mesurée et la distance qui est parcourue. Si on modifie la valeur de la durée, la distance va forcément être modifiée. Ici, les muons vont pouvoir parcourir 27 km, ce qui est supérieur à leur altitude, donc ça veut dire qu'ils vont bien atteindre le sol. Cet effet relativiste se fait sentir même à des faibles vitesses, par exemple dans un appareil que nous utilisons tout le temps, le GPS. Je vais donc vous laisser regarder la vidéo et ensuite répondre aux questions. Je vous mettrai la réponse ensuite.